Je m'appelle Benoît Jude, j'ai 44 ans et je suis détective privé sur Angoulême, à mon compte. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu le métier à quelqu'un qui ne le connaît pas? C'est un métier qui est très connu dans les romans ou dans les films, qui est un petit peu différent dans la vie réelle, mais pas toujours. Mais c'est surtout que, bon, contrairement à ce qu'on pense, c'est un métier qui existe réellement. On n'est pas super nombreux, mais on doit être à peu près 1000 en France, un truc comme ça. Et comment dire, c'est un métier en fait qui est bien plus cadré qu'on ne le croit. On travaille pour des particuliers, puisqu'on est des enquêteurs à disposition des clients, un petit peu comme un avocat est à disposition des clients. Nous, on est une profession libérale à disposition de nos clients. On a une définition claire hein, dans le code de sécurité intérieure qui définit notre profession donc, comme une profession libérale et qui nous permet de ne pas décliner notre identité ni notre profession dès l'instant où l'objectif est de répondre à l'intérêt de nos clients, au droit de la défense quoi, en fait, hein, dans la récupération d'informations, d'enseignements. Donc les champs sont larges. On peut travailler à la fois au civil, au pénal et au social. Est-ce que vous pouvez nous parler justement, parce qu'on a souvent l'image des barbouzes et de l'adultère, des différentes missions que peut être amené à faire un détective? On peut intervenir dans le cadre du mariage, par exemple, pour typiquement l'adultère. On est assez connu pour ça, mais ça peut être aussi pour, par exemple, de la dissimulation de patrimoine ou de revenus, hein. Dans le cadre d'un divorce, au moment du calcul de la prestation compensatoire, on peut être amené à vérifier, parce que là, il n'y a pas de service de police, on est au civil, hein. Donc, on peut être amené à vérifier si la personne a déclaré tout ce qu'elle avait à déclarer en termes de patrimoine et de revenus. Et pour les entreprises, on va être amené à travailler, par exemple, sur tout ce qui est vol en entreprise ou bien des faits de concurrence déloyale. Ça, c'est assez fréquent également. Au pénal, on n'a pas vocation à intervenir en même temps que la police, même si ça peut arriver. On a plus vocation à intervenir avant ou après, c'est-à-dire en pré-pénal avant un dépôt de plainte pour constituer un dossier, et en post-pénal, en contre-enquête pénale, quand on veut réouvrir en fait un dossier, réouvrir une enquête. Et puis ensuite, il y a un troisième champ, ça c'est au social, où certains collègues interviennent souvent. On est plutôt dans de la surveillance de salariés, surveillance par exemple de fraude en entreprise ou d'arrêt maladie abusif. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre spécialisation du coup sur les dérives sectaires? Je travaille en fait en permanence avec une psychologue cognitiviste et sociale, donc c'est de la psycho scientifique. Et je suis juriste à la base. C'est ma formation de base, je suis juriste. Donc je me suis dit assez naturellement, en commençant dans le métier, que je pouvais associer le juridique, le droit et la psycho. Et donc ça m'a mené vers des enquêtes qui sont liées à des faits de manipulation, et donc très rapidement à des faits de manipulation en milieu sectaire. Comment ça se passe une enquête comme ça pour dérives sectaires? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Chaque enquête forcément est différente. Donc dans les dérives sectaires, on est sur un domaine qui est très très spécifique, qu'il faut vraiment super bien étudier avant de mettre un pied là-dedans, puisqu'on est sur de la liberté ultra constitutionnelle, on va dire. C'est-à-dire qu'on est sur de la liberté de croyance, liberté d'association, liberté d'expression. En tant que détective privé, on n'est pas là pour juger d'une croyance, on est simplement là pour vérifier si, dans le cadre d'un dossier, la croyance en question n'emporte pas un préjudice pour une éventuelle victime. Pour citer des exemples, j'ai 3 cas typiques d'enquête dans les dérives sectaires. Ce sont les dossiers, par exemple, de garde d'enfants. Donc là, on est au civil. 2 parents se séparent. L'un des deux est dans une croyance, pas l'autre. Le juge aux affaires familiales qui va s'occuper donc d'établir la garde va être intéressé de savoir si la croyance du parent en question va être impactante sur les conditions d'éducation de l'enfant. Il y a certaines croyances qui peuvent être très, très impactantes sur les conditions d'éducation des enfants. Donc moi, j'enquête pour vérifier ça. Un autre cas de figure, c'est une famille qui va être inquiète parce qu'un des membres de sa famille, un enfant majeur par exemple, a disparu ou a changé complètement de comportement à la suite du fait qu'il ait côtoyé un groupe avec des idées très très extrêmes. Donc là, on peut être sur de l'abus de faiblesse. Donc là, on est sur du pénal. L'abus de faiblesse par suggestion psychologique est une infraction. Dans le cadre de mon enquête, j'ai vérifié comment ça se passe en fait sur le terrain à l'intérieur de ce groupe pour voir s'il peut y avoir des faits d'abus de faiblesse par suggestion psychologique. Et le troisième cas de figure, c'est des anciens adeptes. C'est plus rare, mais les anciens adeptes peuvent s'adresser à moi pour comprendre ce qu'il s'est passé et les aider à monter un dossier contre typiquement leur ancien gourou, quoi.
Comment ça se passe une infiltration du coup? Vous me parliez de faire une légende, comment ça se passe du coup? On doit, en amont, choper beaucoup d'informations, faire beaucoup d'OSINT, Open Source Intelligence. Donc ça, c'est la capacité de récupérer un maximum d'informations sur Internet, publiquement. Donc sur la thérapie qu'on va infiltrer, le groupe, et puis aussi bien étudier notre dossier, le schéma familial, etc., pour en fait présenter donc, ce qu'on appelle une légende, donc une couverture, c'est-à-dire se construire un personnage en fait, qu'on va suffisamment maîtriser ensuite une fois qu'on sera infiltré. Il faut savoir que parfois l'infiltration peut durer jusqu'à une semaine, H24, hein, quand on dort sur place et tout ça. Donc là, il y a beaucoup de discussions de off avec les autres personnes sur place. Il ne faut pas foirer sa couverture et dire blanc le premier jour, noir le deuxième, violet le troisième, etc. Parce qu'on va peut-être pas forcément se faire cramer en tant que détective privé, voilà, comme on dit en tant que tel, mais en tout cas être chelou et du coup amener à une forme de vigilance de la part des autres personnes du groupe, voire du gourou. Et c'est surtout pas ce qu'on veut, en fait. On veut passer inaperçu pour pouvoir eh bien, être j'allais dire l'adepte ou le patient lambda et récupérer un maximum d'informations. Donc, construire une couverture ou une légende, ça demande énormément de temps. Ça dépend, hein, mais je dirais facile, sur plusieurs jours complets et même plus sur certains dossiers, hein. Quelques semaines, pas forcément sur certains dossiers. Et puis, ça se fait pas au hasard. On n'y va pas au petit bonheur la chance. Il faut maîtriser parfaitement sa légende, sa couverture, qui on est quand on y va. J'allais vous demander si vous enregistriez en vidéo, si vous preniez des photos, des notes, comment est-ce que ça se passe? Il faut y aller aussi avec une forme de naïveté, parce qu'on est censé être un adepte en découverte. Mais là où il faut se renseigner, c'est sur les seuils de risque, sur les gens qu'on va croiser, si on peut les identifier, sur l'environnement. Je ne sais pas, moi, par exemple, il y a un gardien qui reste à l'année à tel endroit. Il faut qu'on sache qu'il y a un gardien qui reste à l'année à tel endroit, parce que si on doit sortir, faire des bidouilles techniques et qu'on n'a pas conscience que quelqu'un peut nous voir en permanence, on peut se mettre en zone de risque. Parce qu'il faut savoir que quand on est en infiltration, on est souvent en caméra cachée, donc avec des obligations techniques. Ça, il faut vraiment parfaitement le maîtriser, hein. Il faut savoir si on peut y dormir, pas y dormir, manger, pas manger. Tout ça, c'est de la prise de rance en amont qui doit être faite de manière très précise et du coup qui doit être actée en fait dans nos devis. Faut vraiment checker ça avec le client, quoi. Et est-ce que ça vous est arrivé de vous faire griller justement avec une caméra cachée ou est-ce que comme vous avez l'habitude, ça se passe bien? J'ai pas eu l'occasion de me faire griller, heureusement. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai préparé les infiltrations à fond avant, ma couverture à fond avant, pour éviter que ma caméra cachée soit visible. Donc, il existe différentes, je ne vais pas les citer évidemment, différents outils, mais certains outils, si on travaille bien, on peut les conserver de la manière la plus inaperçue possible. Après, est-ce que parfois j'ai pu éveiller des soupçons sur qu'est-ce que je foutais là? Ouais, sans doute. L'intérêt, c'est de ne pas éveiller plus de soupçons que ça. C'est-à-dire, si en face, le groupe se dit, ou le thérapeute se dit, tiens, qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas grave, on peut toujours rattraper le truc. On peut toujours dire qu'on est en perdition et qu'on a besoin justement de ça. Bon, toujours, voilà, pas trop être dans l'impro, il faut avoir une capacité d'improvisation, ça c'est clair. Mais il faut toujours anticiper les petites questions du style, voilà, pourquoi t'es là, etc., quoi. Et voilà, il faut toujours éviter évidemment de se faire cramer avec du matos. En face, les Ok. groupes sont pas forcément dangereux. C'est pas forcément le nerf de la guerre. La dangerosité n'est pas forcément présente immédiatement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait pas comment réagirait un groupe face à un intrus tel qu'une personne qui a une caméra cachée. Dans certains groupes, je sais que ça aurait été ultra tendu parce que voilà, c'est pas la normalité du moment peut générer des réactions exacerbées chez les gens en face. Ils peuvent se sentir violés dans leur intimité, ce qui est logique. Et puis en plus, on est parfois dans des milieux où on est extrêmement isolé, avec très peu de réseau, voire pas du tout, et pas de voisinage. Donc faut l'anticiper. Est-ce que vous pourriez expliquer à un jeune qui a envie de faire ce métier justement comment on peut devenir détective aujourd'hui? Maintenant, pour devenir détective, c'est une formation obligatoire. Donc il y a 4 écoles en France, 2 facs, 2 écoles privées, 2 à Paris, une à Nîmes et une à Montpellier. Donc obligatoirement, il faut passer par une de ces 4 écoles sur 1 an ou 2 ans, ça dépend des écoles. C'est équivalent licence pro.
Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà un niveau qui est intéressant pour pouvoir s'installer, en tout cas en tant qu'indépendant. Il y a une voie pour devenir salarié, c'est CQP, qui est plus courte, mais on peut être que salarié. Si on veut être à son compte, c'est équivalent licence pro. Il faut aller un petit peu plus loin. Donc, c'est entre 700 et 1000 heures de théorie, qui est entre 4 et 500 heures de stage. Qu'est-ce qu'on apprend du coup dans la formation, les différents volets? Il y a pas mal de droit civil, de droit pénal, de procédure civile et pénale. C'est normal puisqu'on grenouille dans ce qu'on appelle la vie privée, hein, c'est-à-dire qu'on touche beaucoup à la vie privée des gens quand on enquête. Donc, il faut savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a de la jurisprudence, il y a plein de trucs à connaître. Donc, il y a un gros volet juridique. Et il y a aussi en effet un aspect technique, ce qui est fun, donc des filatures, savoir suivre à pied, en deux roues, en voiture, savoir se déplacer dans un environnement urbain ou rural, c'est pas la même chose. Savoir prendre des photos avec tout type d'appareil, en général des appareils simples, mais il faut savoir utiliser ça. Infiltration, en effet, c'est pas ce qu'on fait en école, parce que l'infiltration, c'est un truc un peu touchy. Pour l'instant, la profession y rentre pas pleinement. C'est un peu comme les journalistes, des hésitations autour de cette méthode d'enquête. Voilà, moi, dans les dérives sectaires, je suis obligé d'en faire, mais ça s'apprend sur le terrain, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en stage, on va un peu au-delà de ce qu'on apprend à l'école. Il y a l'école, donc les cours théoriques, puis il y a les stages. Donc, ce que je conseillerais aussi à un jeune, c'est de faire des stages chez différents collègues, parce que les approches d'un collègue à l'autre vont être différentes en fonction déjà si c'est une femme ou un homme, un jeune ou un vieux, quelqu'un qui est en ville ou à la campagne, quelqu'un qui est ancien flic ou pas. On a tous des approches différentes et du coup, s'alimenter des expériences de chacun, c'est pas mal. Donc, on n'apprend pas l'alpha et l'oméga forcément à l'école. On apprend les bases de ce qu'il faut faire pour rentrer dans le métier, des bases solides. Et puis ensuite, c'est sur le terrain, hein. C'est sur le terrain qu'on se construit. Un jeune qui veut s'installer, ou un moins jeune, quelqu'un qui veut se reconvertir, il faudra qu'il passe par là, par une école. Et ensuite, il y a un agrément à obtenir de la part du CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, qui dépend du ministère de l'Intérieur et qui opère une enquête de moralité pour voir si on n'a pas d'antécédent judiciaire. Donc, je dirais à un jeune, s'il veut devenir détective, il faut déjà qu'il soit clean, là, le plus possible, parce qu'il y a une enquête de moralité qui va assez loin, hein, qui va au-delà du casier judiciaire, qui vérifie nos antécédents judiciaires, donc les fichiers de police, en fait, et qui vérifie si on n'a pas fait de conneries, de garde à vue, etc. Donc, c'est une profession qui nécessite d'avoir une moralité assez robuste. Et je dirais en plus, voilà, pour quelqu'un qui s'installe, c'est un jeune entrant dans la profession. Faut pas qu'il chante, faut pas qu'il se dise, voilà, je vais devenir détective, donc tout ce que j'ai fait avant, on s'en fout, ça va être tout nouveau. C'est un métier qui est tout nouveau, qui nécessite de la polyvalence, puisqu'on a vu qu'il y avait plein de dossiers différents, plein d'enquêtes différentes. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que nos expériences passées sont hyper importantes, quels que soient les métiers qu'on a fait. Je pense à des mécanos, je pense à des gens qui étaient dans le théâtre, je pense à des cuisiniers, peu importe, parce que par exemple, quand on est en infiltration, eh ben, on va s'inventer une légende, et notre légende, on la base sur ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, ben, c'est notre vie, quoi. Donc en fait, tout est important. Le théâtre, ça paraît important dans notre métier, sur le coup, non, mais pourtant c'est le cas, parce qu'il faut savoir jouer un rôle des fois. Mécano, ben, des fois, en effet, il faut qu'on soit débrouillard, qu'on bidouille des trucs dans notre métier. Tout est important. Donc toujours ce conseil de se dire, ne pas chanter ce qu'on a fait avant, tout est important, quel que soit le milieu dont on vient, quoi.